les hyper spécialistes de la courte durée, de la colocation, de l'immeuble de rapport, du local commercial, etc., ça reste aussi risqué que l'hyper spécialiste qui veut que des actions Coca et Total, quoi. Enfin, tu vois, c'est au bout d'un moment. En fait, un marchand de biens, c'est un commerçant qui soit achète et revend en l'état, soit achète, revalorise et revend, soit achète même des parts de SCI. Ça, c'est méconnu, mais en tant que marchand de biens, tu peux acheter et revendre des parts de SCI. Donc, Salut Julien. Salut Thomas. Tu vas bien? Très bien, je te remercie. Et toi? Très très bien. Merci beaucoup de me recevoir. On est dans les locaux, donc on est à Toulouse. Julien Calamode me reçoit dans ses locaux du podcast Monétrie. Très très content de te recevoir sur le podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas ton podcast, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu d'où tu viens et qui tu es? Oui, je m'appelle Julien, donc je suis né en 1985. Souvent on dit l'âge, mais ça dépend quand tu écoutes l'épisode. C'est vrai. Au moins on saura quel âge tu auras. C'est ça. Je suis né en 1985. T'es né en quelle année toi d'ailleurs? 87. 87, ok. Un peu plus même génération, hein, Dragon Ball, tout ça. Un club de Roté, les mini-clubs. Plein de trucs comme ça. Donc je suis né en 1985 à Toulouse. Où on est aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille tout à fait standard. J'ai manqué de rien, mais c'était pas l'opulence non plus. Voilà, donc une mère assistante dans le BTP et un père qui a gravi des échelons dans l'aéronautique. Classique à Toulouse. Toulouse, voilà, c'est un peu cliché, mais c'est ça. Et qui d'ailleurs n'est plus du tout à Toulouse depuis, dans l'aéronautique, qui est depuis 25 ans au Canada, tu vois, dans l'aéronautique aussi. D'accord. Voilà, qui est parti pour ça. Donc moi j'ai grandi près de Toulouse, dans une ville moyenne, une sous-préfecture. Et puis j'ai un peu déconné quand j'étais jeune, donc du coup mes parents ayant divorcé, mon père étant parti au Canada, ma mère m'a envoyé là-bas au Canada, donc je suis parti quand j'avais 18 ans. Je suis parti dans un lycée français, donc j'ai fait mon bac là-bas. Après j'ai fait mes études, j'ai fait une prépa HEC que j'ai arrêté parce que c'est trop de maths financières, notamment, des choses comme ça qui me plaisaient pas à l'époque en tout cas. Voilà, donc j'ai fait finalement des études en sciences politiques et en l'occurrence avec une spécialité communication politique. Donc voilà, à l'université de Montréal. Et je suis revenu en France par amour, parce que j'ai rencontré ma femme qui habitait en France, qui avait déjà des enfants, donc on pouvait pas migrer les enfants parce qu'ils étaient en garde alternée. Donc je jouais au poker à l'époque, je l'ai rencontré autour d'une table de poker, figure-toi. Okay. Voilà, je jouais énormément au poker, au Canada, en France, partout dans le monde d'ailleurs, on a fait pas mal de tournois. Et on s'est rencontrés au poker, voilà. Donc c'était notre lien. Je suis revenu en France et évidemment j'avais pas envie de bosser dans la politique. On se demande pourquoi. Ouais, on se demande. Voilà. Qui plus est, en Amérique du Nord, c'est assez binaire, hein, démocrate, républicain, voilà. Bon, ici, c'est un peu plus touchy, mais franchement, c'est un peu folklorique aussi. C'est clair. Donc, j'ai bossé, j'ai vu une offre d'assistant e-marketing. Je savais pas ce que c'était. Et c'était en 2008. Donc, tu vois, l'e-commerce, en plus, en 2008, c'était pas non plus. C'était pas le meilleur, peut-être, moment. T'avais pas encore les formateurs à la con qui te disaient, faites du dropshipping et compagnie. Ouais. Voilà, vivez de l'e-commerce sans rien faire. E-commerce passif. Non, l'e-commerce, c'est pas du tout passif. Et donc, j'ai commencé par un poste d'assistant e-marketing. Et puis, j'ai commencé à grimper un peu les échelons aussi, pareil, changer de boîte et compagnie. Je me suis vite spécialisé dans le référencement naturel. Okay. Voilà, SEO. Et donc, je faisais des concours de référencement à l'époque. On tordait les algorithmes de Google et tout. Je m'éclatais. Rapidement, j'ai eu des envies d'indépendance. Donc, au bout de 2 ans de salariat, j'ai monté une agence web. Et du coup, j'ai créé ma première boîte à ce moment-là. Je m'étais déjà associé entre-temps dans une boîte à 30% du capital qui vendait des protéines pour les bodybuilders sur Internet. Avec 2 rugbyman professionnels, je m'étais associé, qui étaient venus me chercher pour mes compétences en e-marketing. Parce que j'avais un blog à l'époque. Et que du coup... Tu fais partie des dinosaures qui faisaient des blogs. Ouais, qui faisaient des blogs. Et j'amenais pas mal d'infos sur les blogs et tout ça. Je traitais d'e-marketing notamment. Et donc, ils sont venus me chercher comme ça. Je me suis associé. Après, je me suis barré. J'ai créé une agence web. Mon employeur de l'époque est devenu mon premier client. C'est comme ça, je le remercie d'ailleurs. C'est comme ça que ça a amorcé un peu le business. Et puis, j'ai toujours oscillé depuis, je vais la faire courte, mais j'ai toujours oscillé depuis salariat, entrepreneuriat. Donc, j'ai toujours eu des boîtes quand j'étais salarié, tout le temps. Il y a pas une année dans ma vie depuis 2009 où j'ai pas été associé dans une boîte, où j'ai pas eu une boîte. Mais j'ai parfois été salarié, parfois été que indépendant.
J'ai eu notamment plusieurs sites e-commerce, dont un site e-commerce dans le vélo, avec un magasin de vélo physique aussi qu'on avait ouvert après coup en région toulousaine. Et puis d'autres activités dans d'autres domaines qui n'avaient rien à voir. Ok, et du coup, donc voilà, grosse expérience de moitié salarié, moitié entrepreneur. Enfin, on sent qu'il y a une âme entrepreneuriale derrière. Qu'est-ce qui t'a amené à l'IMO finalement? Tu vois, à quel moment t'as commencé à faire de l'IMO ou t'as intéressé au sujet? J'ai commencé à faire de l'IMO, c'était alors déjà quand je suis rentré en France en 2008, ma femme a 11 ans de plus que moi. Donc forcément, elle était plus avancée dans la vie, elle avait déjà fait construire une maison, elle a déjà même remboursé une bonne partie de la maison. Et là, elle se remet avec un étudiant de 22 ans qui habite à 8000 km, tu vois, et elle quitte cette vie, parce qu'en fait, elle était mariée quand j'ai connu, donc elle quitte cette vie... j'ai envie de dire rêvée par la plupart des Français, hein, la maison, la piscine, le sud de la France, parce qu'elle n'est pas du sud à la base, et puis 2 enfants, tu vois, vie de l'extérieur épanouie, alors qu'en fait intérieurement pas du tout. Et donc on se met ensemble. Forcément, elle me dit on va acheter une maison. Donc en 2008, on achète une maison, une résidence principale, dans la campagne toulousaine. Et puis je me retrouve à payer chaque mois 200 € d'effort d'épargne d'un investissement dans le neuf défiscalisé qui s'appelait d'Eurobien à l'époque, loi d'Eurobien. Okay, c'est l'ancêtre du Pinel. L'ancêtre du Pinel, que son ex-mari avait fait avec elle. Et je me retrouve à faire cet effort-là avec elle, quoi, chaque mois. Donc lui, il faisait 200 € et nous, on faisait 200 €. À l'époque, franchement, mon salaire, c'était quasi le SMIC. C'était mon premier boulot, assistant e-marketing, comme je l'ai dit. Elle gagnait pas très bien sa vie non plus. Je pense qu'on devait être à 2500 €, 2600 € net, tous les deux. À deux, ouais. Tu vois, à deux. Et on avait 1000 € de crédit maison, quoi. Donc, tu vois, on était il restait pas grand chose pour vivre, quoi. Et en ayant mis 100 000 € d'apport dans la maison, quand même. Grâce à elle, qui a apporté, qui avait le patrimoine nécessaire voilà, en fait, qui avait sa part, qui a pris sa part de la maison quand elle a divorcé, en fait. C'est tout ce qu'elle avait, hein. Voilà. Et moi, j'ai mis, je crois, 20 000 € un peu prêtés par-ci, par-là. Peut-être 5 000 ma mère, 5 000 mon père, et moi, toutes mes économies, tu vois. Donc on achète cette résidence principale, on paye ce Pinel. Moi je leur dis ce Pinel, ce d'Eurobien, c'est horrible. Il faut s'en débarrasser. Donc ils vendent difficilement, à perte. Mais c'était pas mon sujet. Ouais, toi t'étais pas impliqué financièrement dans le truc, quoi. C'est ça. Mais ma femme me dit, moi, tu sais, quand j'ai demandé au CGP ou au conseil bancaire, je sais plus, qui nous avait vendu ça, si lui il le ferait, il m'a dit non, moi je ferais du LMNP. Bon, son ex-mari lui a quand même acheté le truc, tu vois. Attends, juste, je coupe quand même. Ça c'est quand même dingue, quoi. Ouais. C'est que, alors, les auditeurs du podcast le savent que je suis pas pro Pinel et que, bref, j'ai fait assez d'épisodes dessus en disant pourquoi je n'investirai jamais en Pinel et pourquoi je le conseille jamais à mes clients. Mais c'est quand même dingue que le CGP qui te vend un Pinel te dise, moi j'en ferai jamais et je ferai du LMNP. C'est ouf. C'est ouf. Ça veut dire, en gros, je sais pas c'est l'expression là, ne faites pas ce que je dis. Oui. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, en gros, moi, je vous vends un truc, c'est pourrave parce que je gagne beaucoup d'argent. Mais par contre, si tu veux faire du rentable, en fait, tu fais un truc qui a absolument rien à voir, quoi. Oui, c'est exactement ça. Mais le pire, c'est celui qui, quand même, achète alors qu'on lui a dit ça. Qu'on lui dit ça, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il a même pas écouté, quoi. Ouais. Donc bon, moi, j'ai tendance à dire que c'est plus son ex-mari que elle. Ouais. Mais en tout cas, ils ont acheté à deux quand même. Donc, elle avait son mot à dire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, chouette, on y va. On avait mis 5 000 € de côté. On va trouver un studio en hypercentre de Toulouse. Parce que ce mec-là a dit, j'achèterai un studio qui se loue à des étudiants. Et Toulouse étant déjà à l'époque, donc là c'était en 2010, déjà à l'époque une ville étudiante, quand même assez prisée. On a fait ça. Donc on a pris un triangle d'or, bon emplacement, etc. On n'y connaissait absolument rien, on a fait ça. 3 mois après, on a refait ça. Parce que on s'est dit, attends, ça marche. Une fois qu'on a acté, on a trouvé un locataire de suite et tout, on n'avait pas fait de travaux, ça marche. Okay. 3 mois après, on a refait ça avec encore 5 000 € d'apport. Donc avec 2 fois 5 000, on a acheté 2 studios en hypercentre de Toulouse qui aujourd'hui valent très très cher. À l'époque, on les a achetés 80 000 € à peu près en moyenne, un 78 et un 82. Voilà, qu'on a revendu d'ailleurs en 2020, 135 000 € chacun. Ok. En n'ayant pas fait grand chose entre temps, parce qu'à l'époque, on n'était pas des foufous des travaux. Voilà, ce qui n'est pas le cas maintenant où on fait des trucs qui n'ont rien à voir. Je m'y intéressais absolument pas à l'époque. C'est ma femme qui gérait tout. Même il a fallu refaire la faïence d'une salle de bain, y aller avec son père et tout. Moi, franchement, je voulais pas entendre parler. Je bossais soirée week-end, moi, parce que j'avais, comme je te dis, toujours eu des business à côté. En 2013, on en monte notre première SCI à Liès, dans laquelle on met notre fils qui à l'époque avait 3 ans. Ok. On le met à 29% du capital. Moi, j'ai 51, ma femme a 20.
On a rééquilibré depuis, mais en tout cas c'était ça à l'époque parce que j'achetais des locaux commerciaux pour mes activités e-commerce. Donc c'était normal que je sois majoritaire puisque c'était mes business qui allaient porter le truc. Ma femme était salariée et donc moi j'y avais les locaux, c'était des locaux mixtes, bureaux et stockage. C'est intéressant, je trouve, ce filon. Et d'ailleurs, c'est un promoteur bien connu de la région toulousaine qui fait ça. Et c'est intéressant parce que souvent, les locaux commerciaux, c'est soit des gros entrepôts. Enfin, tu vois, les locaux pro, c'est soit des gros entrepôts de stockage, hangars, soit des gros lots de bureaux, soit des locaux avec des vitrines qui ont un pignon sur rue. Mais en fait, aujourd'hui, avec cette mutation quand même, et la digitalisation, l'e-commerce et autres, tu as besoin de stockage et donc d'espace, de mètres carrés et de hauteur, de volume pour stocker, et tu as besoin de bureaux au même endroit. Tu vois, parce que c'est plus facile pour les PME d'être au même endroit et de vérifier que ton produit que tu as en stock, il est vraiment en stock, et tu vois, et de vérifier la marchandise qui arrive, etc. Et nous, c'était ça. Site e-commerce, tu te fais livrer, ça, tu fais des colis, ça repart, mais tu as quand même un site, donc tu dois répondre au téléphone, tu as des gens. Ouais. On achète ces locaux et finalement, ils deviennent vite trop petits pour la croissance de nos activités. Donc, on en loue d'autres à côté, tu vois, à 100 mètres. Et puis finalement, on finit par louer à des locataires ceux qu'on avait initialement. Et ces locataires, très vite, ne payent pas. Ok. Donc je te parle de ça, c'était en 2014, un truc comme ça. Commence à pas payer. C'est un site bien connu dans le monde du rugby en France, qui existe toujours. Donc a priori, ils n'ont pas fondu les plombs. Ok. Donc ils ont eu à un moment donné les moyens de payer. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas le plus gros site, mais c'est un site bien connu dans le monde du rugby amateur. Ok. Alors je connais très peu le monde du rugby amateur, donc ça me parle pas trop, mais peut-être que les auditeurs de Toulouse doivent connaître. Voilà. Donc ces gens-là n'ont pas payé pendant des mois des loyers, et clairement les yeux dans les yeux m'ont dit, bah tu sais, en fait nous on te paiera en dernier, parce que d'abord on se paye nous, après le reste, voilà. Donc on a réussi à les expulser, etc. On a récupéré les clés, non sans mal avec un huissier. Sauf qu'à l'époque, je te dis, nos revenus n'étaient pas énormes. Moi, je développais des boîtes e-commerce, je réinvestissais tout. C'est un peu l'histoire de ma vie, ça, c'est que j'ai toujours tout réinvesti et j'ai jamais eu de pognon à moi sur mes comptes. J'en parlais tout à l'heure avec toi, mais voilà. Et donc là, on se dit bon, bah il faut vendre à la casse parce qu'on a perdu trop d'argent sur ce. Et là, figure-toi que on vend ces locaux commerciaux aux mecs qui nous les avaient vendus. 4 ans avant, 30 000 euros moins cher qu'il nous les avait vendus. Donc le mec, il t'a vendu un truc pour te le racheter après ? Ouais, le mec, donc, franchement, qui est un mec adorable, hein, que je respecte énormément, je pense qu'à l'époque, il avait pas encore, il devait avoir 70 ans à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, il est toujours là. Le mec, il a eu des champs d'ananas en Amérique latine, et il a eu des clubs de plongée à Bora Bora, c'est lui qui a monté les Seigneuriales. Je sais pas si tu connais, Seigneurial, c'est un groupement de résidences pour seniors. Mais il a monté ça il y a 25 ou 30 ans, tu vois. C'est pas les résidences d'aujourd'hui. Et il a vendu ça à Pierre et Vacances il y a quelques années, 60 et quelques millions d'euros, tu vois. Okay. Voilà. Et le mec, mais vraiment génial. Il m'a appris tellement de choses, ce gars. Et donc, il me dit, bah, moi, je veux bien, voilà, je peux vous dépanner, vous racheter le truc et tout, mais par contre, faut que je fasse une bonne opération. Donc je le rachète à la casse et voilà. Et il savait qu'on avait remboursé beaucoup de crédits quand même, grâce aux locataires qui avaient payé quelques mois, puis nous aussi, ma boîte, etc. Donc, en fait, si tu veux, comptablement, on a perdu de l'argent, mais en termes de trésor, non. Puisque du coup, on a remboursé du crédit, et on a reconstitué notre rapport, etc. Donc c'était pas vraiment. Donc ça, c'était en quelle année du coup cette histoire ? 2013. On a vendu ça en 2016, je pense. On a acheté en 2013, on a vendu en 2016 30 000 euros de moins. Ok. En attendant, nos 2 studios tournaient toujours. Ouais. Et puis en 2017, je vois que les taux baissent. Je liquide une grosse activité business, magasin de vélo, où on se met en liquidation judiciaire. Liquidation amiable plus liquidation judiciaire. J'y laisse beaucoup de pognon, mais vraiment, que j'ai jamais retrouvé. Et en plus, je me réendette pendant 6 ans à fond perdu pour un crédit de restructuration, pour ne pas activer les cautions que j'avais sur mon prêt de BPI France, notamment, et de ma holding. Okay. Donc, je liquide ma holding de l'époque, je liquide la boîte d'exploitation de vélo, et je récupère la caution BPI France à titre personnel pour ne pas les impliquer et pas incriminer la banque non plus, pour, grosso modo, ne pas être marqué au fer rouge. Ce qui m'a fortement servi par la suite pour m'endetter. Okay. Parce que si j'avais pas fait ça, la banque ne m'aurait jamais reprêté de l'argent pour investir. Un mec qui rembourse pas ses crédits, clairement, et qui active les garanties, c'est pas bon, quoi. Donc je reprends ce crédit de restructuration qui me réendette pendant 6 ans, 650 euros par mois.
c'est pas quand même rien. C'est pas rien, tu vois. À fond perdu, parce que pour le coup, c'est un truc qui sert à payer des erreurs d'avant. C'est ça. Donc là, je te dis, je perds sur les locaux commerciaux 30 000 balles, mais j'avais besoin de reconstituer de la trésor et de me désendetter. Je me rends en dette là-dessus. Bon, passage compliqué. Et là, je me retourne et je me dis, putain, qu'est-ce qui te reste? C'est 2 studios. Et là, je me dis, t'es con, tu t'es focalisé, tu t'es fait plaisir sur tes business, tes trucs et tout. Tout ce que t'as gagné, tu l'as réinjecté dans tout business, dans tout ton business, t'as mis all-in, t'as tout reperdu. Donc, tu repars de zéro. Mais il te reste quand même ça. Si t'avais fait ne serait-ce qu'un bien par an, finalement, aujourd'hui, tu serais mieux. Tu pourrais en arbitrer peut-être un, etc. Donc, on n'arbitre pas les biens. Je retrouve un poste de salarié à l'époque, etc. Bon, bref, voilà. Ma femme aussi. Et là, je me dis, attends, 2017, les taux commencent à baisser. Moi, j'avais emprunté à 5% en 2008 et je m'étais pas posé la question de savoir s'il fallait le faire ou pas. Enfin, tu vois, voilà, j'y suis allé, quoi. Go. C'était toujours mieux que de louer un truc. Et là, je me dis, les taux ont baissé. Il faut que je fasse un effet rattrapage. Et là, je fais un effet rattrapage. J'achète 11 biens en 12 mois. Ah ouais. Donc, vraiment, boulimique. C'était un bien par mois, quoi. Et c'était quelle typologie de biens t'achetais que sur Toulouse et que des petits... Je réitère ce qui fonctionnait. Ouais. C'est-à-dire, je fais pas ce qui n'a pas fonctionné pour moi, mais qui peut fonctionner pour d'autres, ce qui était locaux d'activité, mais parce que, bon voilà, concours de circonstances, le mec paye pas, et j'avais pas les moyens de ne pas avoir un locataire qui payait pas parce que j'avais pas de trésor, j'avais rien, etc. Donc il y a aussi ça, c'est important quand on dit qu'il faut de la trésor, il faut des loyers d'avance et tout ça. C'est vrai, c'est pas pour rien. Quand ça t'arrive, tu le sais, tu le payes très fort. Donc je réitère, investissements très patrimoniaux, centre-ville de Toulouse, T1, T2, mais entre-temps vient le marché de la courte durée qui n'existait pas, moi, à l'époque, quand j'ai investi en 2010, Airbnb, on n'en parlait pas. Et là, encore moins à Toulouse, quoi. Ouais, encore moins à Toulouse, clairement. On t'en parlait au bord de la plage, voilà, ça existait déjà sur le saisonnier, mais c'était pas de la courte durée, c'était vraiment du saisonnier. Donc là, on développe beaucoup de locations courte durée à Toulouse. On en met 6 en location courte durée à Toulouse, dont celui dans lequel tu es ici, c'était un Airbnb. Ok. D'ailleurs, ici, c'est une chambre. Ok. Voilà, très atypique, dans une cave voûtée. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un studio pour les créateurs de contenu. Voilà. Et je préfère l'avoir comme ça, d'ailleurs. Et donc, on fait du Airbnb et on fait des choses très patrimoniales avec une notion d'autofinancement. Donc, vous cherchiez pas le cash flow, mais l'autofinancement. Absolument pas. Ok. Pour moi, le cash flow, bon déjà, toi qui fais de la finance, tu le sais, un cash flow, ça peut être négatif comme positif, hein, c'est juste un flux de trésorerie. Aujourd'hui, les formateurs IMO se sont appropriés le terme en disant, voilà, le cash flow, c'est forcément positif, mais en soi, ça peut être négatif aussi. Ça peut être un flux négatif. Ce n'est pas un effort d'épargne, du coup. Ouais, voilà. mais le cash flow, il peut s'apprécier de manière court-termiste, comme long-termiste, etc. Enfin, c'est qu'un flux, et comme son nom l'indique, un flux, ça peut être variable, quoi. Donc, voilà. Et donc, moi, je commence à capitaliser plutôt sur de l'emplacement, de la belle pierre, des belles rénovations, et pour sortir aussi du marché, et on loue très cher sur le marché par rapport à ce qu'on pourrait louer en moyenne. Dans les 11 biens, il y avait une résidence principale, on en profite aussi pour se rapprocher de Toulouse, puisque notre patrimoine étant très Toulouse, on habitait à une demi-heure, donc on vient habiter dans Toulouse pour se dire c'est quand même plus facile, parce que quand tu as oublié ta visseuse, que tu vas faire des bricoles dans un appart et que tu habites à une demi-heure, ça fait 1 heure aller-retour. Et au final, tu te retrouves à acheter plusieurs visseuses dans l'année pour éviter ces allers-retours, tu vois. Et t'as une collection de visseuses à la maison. Voilà, sur batterie, sans batterie, machin, etc. Donc, on fait ça. Mais au bout d'un moment, on se dit quand même, l'autofinancement, c'est bien. Sauf que ça nous demande quand même des fois, tu vois, s'il y a un turnover de locataires, qu'on perd 15 jours de loyer, un truc ou quoi, ça nous demande des efforts à nous. Et puis, bon, si demain il y a une défaillance sur un bien que tu peux plus louer, ça demande vite beaucoup d'efforts. Et plus tu achètes de biens en autofinancement, plus si tu te casses la gueule et que tu n'as pas les liquidités pour, ça craint. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas trop de liquidités de côté et qu'à chaque fois, on mettait, tu vois, 5 ou 10 000 euros d'apport dans les biens et voilà. Les taux bas nous ont aidé quand même à être en autofinancement sur des biens qui étaient patrimoniaux, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà. Je pense en patrimonial, c'est fort d'épargne, quoi. Effort d'épargne ou gros capital. Gros apport. Gros apport. Aujourd'hui, si t'as pas 30% d'apport, investir dans le centre-ville de Toulouse ou de Lyon, c'est compliqué. Alors Lyon, c'est pire parce qu'il y a l'encadrement de loyer. Donc, en plus, c'est double peine. C'est cher et il y a l'encadrement des loyers. Donc la renta, là, elle est dégueulasse, quoi. Ouais, voilà. Franchement, la renta, même à terme, malheureusement, elle est dégueulasse parce que les prix sont déjà trop élevés. Toulouse, c'est pas encore le cas. C'est en train de devenir la 3e ville de France devant Lyon, hein, parce que on avait 20 000 habitants de moins il y a 3 ans. Donc, il y a une croissance démographique qui est plus importante à Toulouse. Donc, ça va croître. Mais les prix sont pas du tout au niveau de Lyon. Alors, je t'ai donné quelques exemples tout à l'heure. C'est vrai que tu peux trouver du 8 000 euros du mètre carré à Toulouse, mais
dans un quartier, quelques rues, quelques trucs, voilà. Après, en moyenne, t'es à 4000. Donc ça reste très abordable pour une ville aussi dynamique. Donc on achète ça et là on se dit finalement on va maintenant peut-être aller s'excentrer un peu et là je vais dans une ville à une demi-heure de Toulouse, qui est une ville de 65 000 habitants, donc c'est pas une petite ville quand même, qui est assez autonome, pas trop dépendante de Toulouse. Et où là on va chercher des rendements qui, tu vois, à Toulouse, rendement brut t'es à peu près à 6% en centre-ville, et là on va chercher plus du 10-11%. Alors que maintenant dans cette ville là t'es plus à 8, tu vois, d'ailleurs, mais à l'époque t'étais plus à 10-11. Et ça qui nous permet d'aller dégager une trésorerie excédentaire, donc ce fameux cash flow, pour pouvoir compenser si jamais, voilà, et lisser un peu tout, parce qu'il y en avait, on avait des fois 30-40 euros d'effort d'épargne aussi. Alors franchement c'est que dalle, hein. Enfin, c'était notre façon à nous d'épargner, tu vois. Il y en a qui mettent ça en bourse, etc. On en a parlé tout à l'heure ensemble. Et bah, nous c'était notre façon d'épargne forcée, parce que sinon de toute façon on n'allait pas le mettre sur la bourse ou ailleurs. D'ailleurs on n'y connaissait rien à l'époque. Donc là, on achète des biens, on va jusqu'au plafond de notre LMNP, en fait, par rapport à nos revenus, qui étaient devenus quand même assez confortables entre-temps. Et après, on met tout sur une SCI à l'IS. Vous avez mis combien de biens en LMNP, du coup Parce que tu m'as parlé de 11 lots, tu vois. Est-ce que tu as pu mettre les 11 lots sur le LMNP ? Non, pas tous. Je pense qu'en LMNP, aujourd'hui, on doit en avoir une... 8 à 10, j'ai pas exactement le truc, et tout le reste c'est sur donc vous êtes allé au plafond, j'imagine, de ce que permettait le LMNP. En fait, c'est pas le nombre de biens qui a primé, c'est les montants, les revenus locatifs, quoi. Et en fait, le problème c'est que dès que tu fais de la location courte durée, le plafond tu l'atteins énormément parce que tu déclares tes revenus bruts. Il y a quelques astuces que je partagerai pas ici. Il y a quelques astuces, mais ça faut voir avec son expert comptable pour voir. Mais sinon, tu passes en LMP. Mais bon, en soi, c'est pas dangereux, le LMP, c'est pas vraiment problématique. Il y a d'autres règles, c'est un peu moins avantageux quand même, mais ça peut rester intéressant. Il y a quelques contraintes à la revente, notamment, etc. Enfin, par rapport au timing de revente, alors qu'un LMNP, tu t'en fous de quand tu revends et tout, mais en soi, moi, j'ai toujours vu l'immobilier comme vraiment une activité professionnelle et entrepreneuriale à la fois. Donc, si tu veux, j'ai toujours considéré que l'argent, il n'était pas à moi, il était à la société qui exploitait. Et même le LMNP, ça reste une société, tu vois. D'ailleurs, tu as un numéro de tirette. C'est non professionnel, mais tu as un numéro de tirette. Du moins, quand tu es au réel. Oui, quand tu es au réel. Oui, mais j'envisageais pas de faire autre chose. Microbic, c'est bien quand tu fais de la location courte durée et que tu gères tout seul. Parce que du coup, t'as pas de charge. T'as pas de charge, t'as rien, et tu fais énormément de cash. Donc, du coup, il vaut mieux être à 50% d'abattement et de payer son imposition là-dessus. Donc j'avais déjà une holding pour le coup, j'avais des activités à côté e-commerce en parallèle, je faisais du conseil en stratégie digitale aussi, donc j'avais plein d'activités, j'étais actionnaire aussi via ma holding d'une boîte dans laquelle j'étais directeur marketing, j'étais au comité de direction, enfin voilà, donc si tu veux j'ai toujours eu 10 000 activités et donc ça m'a permis de structurer un organigramme qui était assez intéressant, que j'avais partagé d'ailleurs dans un Finary Talk, qui était intéressant, où vraiment tu as la holding, toutes les filiales en dessous, tu vois vraiment tous les liens entre les sociétés. J'en ai 11 sociétés aujourd'hui, donc si tu veux ça permet de voir un petit peu les liens qu'il peut y avoir entre tous, et les flux de trésorerie aussi, et ce que tu peux faire. Sur la partie IMO, j'avais écrit un bouquin en 2020 pendant le confinement là justement pour expliquer un petit peu mon histoire et surtout à contre-courant de tout ce qui se disait à l'époque avec des taux à 1%, de faire du cash flow. C'est facile avec de l'argent gratuit de faire du cash flow en fait. En soi, c'est pas, voilà, il y a même pas de stratégie. C'est juste que l'argent est gratuit donc tu fais du cash flow. Tu vois, tu payes quasiment pas d'intérêt. Oui, voilà. Donc et moi j'allais déjà en compte de ça dans mon livre où je prenais plutôt une stratégie plutôt patrimoniale. Ouais, d'emplacement, de qualité et de vision long terme. Enfin, moyen long termiste, on va dire long termiste. C'est quoi que t'appelles du moyen long terme ? C'est 20 ans. 20 ans. Ouais. C'est 20 ans. Quand je dis long termiste, c'est à l'échelle d'une vie, mais moyen termiste à l'échelle de la préhistoire, 20 ans, c'est rien, tu vois ce que je veux dire ? C'est donc en fait, on va dire moyen long termiste, mais c'est-à-dire pas à chercher du rendement que je considère comme instantané, mais plutôt de la rentabilité à terme, quoi, qui inclut aussi les plus-values latentes éventuellement, etc. Et d'ailleurs, j'ai développé un concept dans mon livre qui s'appelle l'enrichissement latent. Et dans cet enrichissement latent, j'intègre effectivement le cash flow qui soit excédentaire ou déficitaire, plus le capital amorti qui est le nerf de la guerre de l'effet de levier, clairement. Donc la mensualité de crédit que tu rembourses moins les intérêts, plus la plus-value latente hypothétique à terme, mais certes, comme quand tu achètes une action, tout est hypothétique. Le jour où tu achètes l'action, tu sais pas combien tu vas sortir. Donc là, c'est pareil. Tu espères une plus-value, mais tu sais pas. Tu fais une hypothèse, si la boîte croît tant, elle vaudra tant, donc dans 10 ans, j'ai tant. Hypothèse A, 1, 2, 3.
Et en immobilier, tu peux le faire à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Et ce qui te permet de calculer une sorte de taux de rendement interne, finalement, à la sortie, qui est quand même plus parlant que du cash flow, qui est une vision très court-termiste, de jouissance immédiate, d'urgence, tu vois, voilà, immédiate, parce que comme je te le disais tout à l'heure en off, si tu achètes un immeuble de rapport dans une petite ville de 3000 habitants qui fait, je te dis une connerie, mais 12% de rendement, le jour où tu veux vendre, il n'y a personne d'autre que quelqu'un qui veut faire le même rendement que toi qui va acheter ça. Donc en fait, tu vas devoir lui vendre le même prix. Ok, les loyers on peut augmenter, mais les charges aussi en soi, etc. Et en plus de ça, je me dis, si tu fais ce genre de choses, d'immeuble rapport que tu veux faire rentable, généralement, il faut aussi tout remettre à neuf. Oui. Quand tu revends, finalement, est-ce que la personne va te le racheter au prix des travaux que tu as mis dedans? Parce que tu sais, normalement, tu dois vendre plus cher parce que tu as créé de la valeur dedans, mais du coup, la renta est plus faible. Oui. Alors, donc, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment... comment se passe le marché secondaire, tu vois, marché secondaire, la revente, on va dire. Parce que c'est vrai que moi, j'entends beaucoup de gens qui font ça, mais j'entends beaucoup les gens qui font ça en achetant, mais j'ai jamais trop entendu parler de gens qui ont revendu l'immeuble de rapport neuf. Oui. Est-ce que ça se vend bien? Enfin, alors, comment ça se passe? Ou ils se vendent à la découpe? C'est très intéressant ce que tu dis parce que on sort d'une période où beaucoup de gens ont acheté parce que l'argent était pas cher, mais personne n'a arbitré encore. Donc effectivement, la casse, on va la voir dans 5 ans, 10 ans, etc. Quand les gens vont devoir vendre pour différentes raisons, et n'y arriveront pour la plupart pas. C'est-à-dire ceux qui ont basé leur stratégie sur du cash flow, ils vont sûrement vendre à perte, ou en tout cas de manière ISO. Mais même si c'est ISO, c'est déjà à perte parce que le marché, lui, à côté, aura certainement bénéficié de croissance. Tu sais, c'est comme les villes où on dit oui, mais les prix sont stables dans les villes. En fait, s'ils sont stables, c'est parce qu'ils augmentent. C'est juste que comme on est dans une période où les taux ont augmenté, ça rend un marché stable, mais à côté, ça descend. Tu vois, dans d'autres marchés. Donc, si ça descend à côté, c'est que toi, finalement, t'es pas trop mal quand t'es stable. Voilà. Et tout est question quand même de référentiel aussi. Et pour répondre à ta question sur les travaux, c'est un point très intéressant que j'essaie de souvent partager, c'est que oui, ça va être compliqué de vendre, de retrouver ton prix de travaux, mais sur ta résidence principale, c'est pareil. C'est-à-dire, moi, je vais mettre énormément d'argent dans ma résidence principale, par exemple. Je sais que si je la revends maintenant, je récupérerai jamais ça parce que je me suis fait plaisir moi, j'ai mis des trucs qui me font plaisir moi, et le mec, il ne sera pas prêt à payer ce prix-là pour se faire plaisir lui parce que ça lui fera pas plaisir, tu vois. Mais là où les travaux, ça peut poser problème dans les petites villes, c'est juste sur les notions mathématiques. Si le prix moyen du marché est de 1800 € et que tu as acheté 1000 € du mètre carré et que tu as fait des travaux à 1000 € du mètre carré, bah, tu es déjà hors du marché. Tu vois. Et comme les gens ont ce référentiel du prix au mètre carré quand ils achètent, qui est absolument pas une science exacte, clairement, parce que c'est, voilà. Mais grosso modo, là, j'ai pris que 200 € d'écart, donc c'est pas vraiment criant, mais si ton marché est à 1500 € du mètre carré et que toi, t'es à 2500 € une fois que t'as rénové, bah, clairement, t'es en dehors du marché. Et tu peux faire un cash flow à gogo avec ça, c'est pas un problème. Tu peux mais c'est qu'à la revente, t'es pas sûr de récupérer ce que t'as mis en travaux, quoi. Quasiment pas sûr, parce que le marché, ça voudrait dire qu'il faudrait quasiment qu'il fasse x2. Enfin, tu vois, 2005 on va dire, à 2005, peut-être 40%. Mais donc, du coup, d'où l'importance de quand tu chiffres un projet, que ton prix au mètre carré, travaux inclus, soit comparé avec le prix au mètre carré du secteur, quoi. Oui. Donc, idéalement, que ton prix au mètre carré avec travaux reste inférieur au prix au mètre carré. Alors, ça doit pas être simple. Inférieur, peut-être pas, parce que comme c'est une moyenne, dans ce prix au mètre carré moyen, tu as des biens qui sont rénovés, des biens qui sont pas rénovés. Donc, les prix des biens rénovés sont toujours au-dessus de la moyenne, mais et ceux qui sont pourris en dessous. Mais grosso modo, c'est juste l'état d'esprit. Il faut faire attention à ça. Après, l'immobilier, je dis toujours, c'est caractère très local. D'une rue à l'autre, ça change. Même d'un immeuble à l'autre, ça change. D'un étage à l'autre, ça change. En fait, c'est un entonnoir d'emplacement. Tu vois. Et c'est la France, la région, enfin même le monde, le continent, la région, la ville, le quartier, la rue, et même dans l'immeuble l'emplacement, rez-de-chaussée, dernier étage, nuisance, local commercial, kebab en dessous, enfin tu vois. Ouais, lumière, pas lumière. Exactement. Humidité, pas humidité. Enfin, c'est vraiment un entonnoir d'emplacement et in fine, ce n'est que ça, ça, et à côté des mathématiques. Voilà, des notions de apport, pas d'apport, effort d'épargne, coût de l'argent. Et puis plus-value à la sortie finalement et valorisation de ton patrimoine et cash flow donc positif ou négatif flux de trésorerie entrant ou sortant qui sont que tes loyers parce que ton seul chiffre d'affaires c'est ça. C'est là, en tout cas c'est la seule façon de gagner de l'argent en IMO. Exactement.
Et donc voilà, donc moi j'étais plutôt de cette école, si tu veux, patrimoniale. On est allé sur des choses un peu moins patrimoniales pour équilibrer, mais tu peux commencer par l'un, tu peux commencer par l'autre. C'est pas très important, je pense. L'idée, c'est toujours pareil, c'est de diversifier. C'est d'avancer, déjà de commencer. Et après de diversifier. Les hyper spécialistes de la courte durée, de la colocation, de l'immeuble de rapport, du local commercial, etc., ça reste aussi risqué que l'hyper spécialiste qui veut que des actions Coca et Total, quoi. Enfin, tu vois, c'est au bout d'un moment, voilà. Ça, tu centralises tous tes invests sur une typologie de biens. Et si demain, si t'as que des biens en coloc et que la coloc, finalement, je sais pas moi, il y a une demande plus faible ou qu'il y a une saturation du marché, tu peux être emmerdé, quoi. Donc, c'est ça. Clairement, location courte durée, je te prends un exemple que je connais par cœur à Toulouse. 2019, t'avais 3000 biens en location courte durée sur Airbnb. Hors booking, parce qu'à l'époque, il n'y a pas trop de booking. Sur Airbnb à Toulouse, aujourd'hui, tu en as plus de 6000 sur la même ville, sur la même plateforme. Donc, déjà, il n'y a pas 2 fois plus de demandes de gens qui viennent dormir 2-3 nuits à Toulouse. C'est pas une ville touristique en soi, mais c'est une ville de passage ou de business. Et en plus, les nouveaux biens qui arrivent sur le marché rendent has-been très vite les biens qui ont été rénovés il y a de ça à peine 2 ans ou 3 ans. Je te prends un exemple tout bête. On est en 2024. De 2017 à 2022, c'était la mode des carreaux de ciment. Imitation carreaux de ciment dans les décos, tu vois, à partout. Aujourd'hui, c'est fini. Ça devient has-been. Tu sais que s'il y a un bien qui est avec des carreaux de ciment dans une salle de bain au sol, un truc comme ça, c'est un bien qui a été rénové dans cette période-là. Donc il est moins attirant. Il est daté. Il est daté. Il est daté déjà. Il est daté. Et aujourd'hui, la mode, ça revient un peu, c'est le terrazzo qui revient à la mode, qui était déjà à la mode dans les années 70, qui revient à la mode. Et tu vois, et c'est cyclique comme ça. Donc déjà, mon premier conseil là-dessus, en tout cas sur la rénovation, parce qu'il y a le nerf de la guerre, c'est faites des trucs intemporels. Quitte à pas avoir l'effet coup de cœur, le waouh, etc. Mais à long terme, l'effet coup de cœur, ça ne marche pas. C'est très court-termiste, une vision de coup de cœur. Parce que et ça coûtera moins cher surtout. Et ça coûtera moins cher. Et voilà. Par contre, sur le Airbnb, malheureusement, tu es obligé d'avoir cette course à la mode. Parce que les gens qui louent un bien aujourd'hui pour une semaine, ils ont envie d'avoir un bien qui est au goût du jour de cette semaine-là. Pas de la semaine d'il y a 4 ans, tu vois. Et donc, c'est compliqué parce que tu fais des travaux souvent, tu refais ta déco, tu te remets en question, le bien s'use plus vite aussi, malgré ce qu'on pense. Voilà, le seul avantage, c'est que tu remets, je trouve, le nez plus souvent dedans aussi pour refaire un peu le tour et que tu as une certaine liquidité de ton bien puisque tu peux récupérer les clés du jour au lendemain. Tu peux choisir revendre. Comment le réexploiter aussi si besoin. Exactement. Tu vois ce que j'ai fait ici. Voilà, moi, le Airbnb ici fonctionnait plus trop. J'étais pas à l'aise en plus avec l'emplacement dans l'immeuble, le truc et tout. Je me suis dit, bon, j'ai une opportunité studio à podcast, je vais faire ça, tu vois. Et tac, j'aurais eu un locataire. J'aurais pas pu faire ça. Compliqué de sortir et tout, Voilà. Bon, voilà, pour l'histoire, grosso modo, je vais pas tout détailler parce qu'on a plus d'une trentaine de biens aujourd'hui avec des grosses valeurs patrimoniales, donc qui représentent quand même pas mal. Souvent aussi, j'entends ça, les gens parlent en nombre de lots, tu sais. Oui, j'ai 20 lots, 30 lots, 40 lots, etc. Ok, mais bon, dans une ville de 1000 habitants, ça vaut pas grand-chose, tu vois. Voilà, nous, on a plutôt préféré... Alors oui, on a pas mal de lots, mais on a des lots qui surtout pèsent, quoi, tu vois. Voilà, donc on a des apparts... Une valeur patrimoniale avec des grosses valeurs patrimoniales. Et des bons emplacements aussi. Exactement. Et donc, tu capitalises beaucoup plus vite aussi, et cet effet de levier, il est décuplé à terme. Par contre, c'est beaucoup de sacrifices à court terme pour jouir des bénéfices à long terme. Avec aussi une vision de la résidence principale qui est assez plaisir. Donc du coup, clairement, moi la résidence principale, c'est quelque chose qui me coûte énormément d'argent. Mais par contre, j'en ai besoin, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir une bonne résidence principale. Pour moi, c'est aussi capitaliser pour demain, tu vois. C'est-à-dire, c'est mon épargne forcée, comme je te disais. C'est-à-dire, ok, j'ai un crédit qui est important dessus. J'y fais des travaux, etc. Mais par contre, quand je vais revendre à la sortie, je sais où j'ai mis mon cash, quoi. Tu vois, voilà. Et puis en plus, t'as quand même l'avantage avec la RP t'as pas de fiscalité à la sortie, à la revente, donc c'est aussi intéressant Et toi, ta RP, par exemple, est-ce que tu l'as fait en mode investisseur? C'est-à-dire, est-ce que tu l'as fait avec travaux, création de valeur ou pas forcément? Alors, travaux, création de valeur, mais valeur pour moi, en fait. Valeur pour en profiter, valeur de jouissance au quotidien. C'est ça, en fait, que je fais. C'est pas en me disant... pas pour la revente, quoi. Voilà. Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai acheté, la dernière que j'ai achetée, c'est dans un quartier qui est assez prisé et qui, en plus, si tu veux, est dans une rue c'est une rue privée. Et donc, du coup, il y a que des maisons assez haut de gamme. Et la mienne, je l'ai achetée, ça faisait 20 ans qu'elle avait pas fait, qu'il y avait rien qui avait été fait, quoi. Tu vois, il y avait encore des douilles,
avec une ampoule vissée, il n'y avait même pas de luminaire ni rien, parce qu'ils avaient divorcé de suite et que la femme qui était restée là n'avait rien fait pendant 20 ans. Donc la maison était dans son jus, dégueulasse et tout. Et j'ai dit, c'est impossible dans ce quartier-là d'avoir une maison de cet état-là demain à la revente. Donc il faut que la rénovation soit cohérente avec la clientèle qui aurait à la revente demain. Qui est pas moi. Moi, je suis le jardinier du quartier, hein, franchement. Enfin, je suis vraiment le... tu vois, je suis le plus pauvre de la rue, quoi. Mais grosso modo, je me dis, si demain je dois revendre, je vais vendre à des gens qui vont attendre une certaine qualité de prestation compte tenu de cet emplacement-là et du cadre. Voilà. Donc j'ai fait ça pour ça, surtout. Mais pas pour faire une plus-value. Très clairement, je ferai pas de plus-value sur ma RP quand je revendrai. Enfin, je crois pas. Tu crois pas trop. Non, j'y crois pas. Voilà. Et donc après, tu voulais parler de marchand de biens, je crois. Ouais, j'allais te dire que on s'est un peu attardé sur la présentation perso. Je pense que finalement, bon, l'épisode il va être découpé en deux. Hein. Histoire, finalement ton parcours d'investisseur, hein, qui était super intéressant. C'est pour ça que je t'ai laissé dérouler, parce que je pense qu'on apprend toujours finalement du parcours d'investisseur IMO de quelqu'un comme toi, qui a beaucoup de bouteilles. Et du coup, deuxième partie, je te propose qu'on se focus sur le marchand de biens, qui est l'idée de l'épisode quand même à la base du jour. Est-ce que tu peux déjà décrire un peu en quoi consiste l'activité de marchand de biens, qu'est-ce qui en fait sa spécificité, et avant qu'on rentre dans le détail et qu'on creuse un peu plus les aspects. Oui. Premièrement, je commence avec une différence entre j'achète ma résidence principale, je fais des travaux, je revends et je m'estampille marchand de biens. C'est bien pour le faire effectivement comme ça en amateur et faire du cash à titre perso. Et ça tu vois, c'est quoi la limite de la légalité? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui le font et le refont. Parce que si tu fais ça 2-3 ans et que tu habites dedans et que tu le revends, après il faut avoir aussi envie de déménager avec toute sa famille tous les 2-3 ans. Oui, mais t'es pas marchand de biens. Ouais, voilà. C'est pas ton métier. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Marchand de biens, c'est un métier. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être requalifiés de marchand de biens, parce que tu pourrais faire un peu d'achat-revente et pas être requalifié, et qu'au bout d'un moment t'es requalifié en fonction du nombre d'opérations, je crois que tu fais, c'est pas ça mais en soi t'es requalifié de juste professionnel, et donc tu vas être assujetti à de l'IS. Mais oui, t'es requalifié. Et du coup, t'as quand même un rattrapage fiscal important. Ah oui, bien sûr. Mais t'es requalifié de marchand de biens, mais en fait t'es requalifié en tant qu'activité professionnelle. Alors en l'occurrence, le mec qui achète et qui vend des biens immobiliers, c'est un marchand de biens, mais c'est juste que en fait tu professionnalises quelque chose que tu faisais en amateur, quoi. Que tu faisais en amateur. Et non déclaré. Et voilà. et en amateur, tu peux le faire de temps en temps sans fiscalité, mais si ça devient trop professionnel, tu as une fiscalité. Donc, effectivement, cette requalification en tant que marchand de biens, c'est une requalification en tant que professionnel. Et donc, c'est la récurrence et la répétition qui va faire que tu es jugé professionnel ou pas, et l'intention aussi. C'est-à-dire, si l'administration fiscale peut prouver que tu as acheté dans le but de revendre et de générer de la plus-value, du coup, ils vont te requalifier. Donc, requalifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas payer l'équivalent d'impôt sur la société sur les plus-values que tu auras fait. Plus après, si tu as récupéré de l'argent, l'équivalent de la flat tax, etc. Voilà. En fait, impôt sur les sociétés, donc fiscalité professionnelle, plus fiscalité personnelle que tu n'aurais pas eu en résidence principale. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que pour moi, c'est anecdotique, ça. Le métier de marchand de biens, comme je disais, c'est un vrai métier. Et surtout, la grosse différence. Ça consiste en quoi concrètement? C'est vraiment, on l'a plus ou moins détaillé. Enfin, si tu devais faire une définition simple, tu vois, du métier de marchand de biens, quel est c'est quoi son taf, quoi? C'est un commerçant. Ok. C'est pour ça que ça s'appelle marchand, d'ailleurs, de biens. C'est en aucun cas, et les gens se méprennent là-dessus, un artisan. C'est pas lui qui fait les travaux? Non. Est-ce qu'il les fait faire? Oui. Mais voilà, et il y a toujours forcément une création de valeur où tu peux faire, par exemple, ce que j'ai ouï dire ou cru comprendre, que tu peux faire du marchand de biens sans même faire les travaux. Tout à fait. En fait, un marchand de biens, c'est un commerçant qui soit achète et revend en l'état, soit achète, revalorise et revend, soit achète même des parts de SCI. Ça, c'est méconnu, mais en tant que marchand de biens, tu peux acheter et revendre des parts de SCI, donc des parts sociales. Donc ça, tu détiens même pas, tu vois, le bien officiellement. Et du coup, tu revends de la part de SCI après? Ouais. Ok. Ouais, tu peux revendre. Mais quelle est ta plus-value là-dedans? Quelle est ta création de valeur? Je sais pas, il y a une SCI familiale qui se vend. Le mec, il veut pas vendre les biens, il veut vendre la boîte. Du coup, tu rachètes la boîte et tu revends la boîte et tu es considéré comme un marchand de biens. Tu vois? Ouais, mais comment tu peux t'assurer que tu vas revendre plus cher?
Comme si tu achètes un immeuble, comment tu peux t'assurer? C'est en connaissant le marché, en connaissant le patrimoine qu'il y a dans la SCI. Moins cher, voilà, il faut connaître le patrimoine de la SCI, évidemment. Tu n'achètes pas que des parts comme ça à vide. Mais si tu veux, un marchand de biens peut acheter des parts, quoi. Il n'est pas obligé d'acheter vraiment le bien. Voilà. Okay. Et du coup, donc, on va rester sur les deux cas les plus classiques. Donc, le marchand de biens qui achète donc moins cher, rénove, revend. Oui. Et tu as celui qui achète, ne rénove pas et revend. Oui. Alors, je m'attendais sur cette deuxième chose parce que moi, c'est ça qui me paraissait étonnant. C'est comment, du coup, tu peux revendre plus cher sans créer de valeur. Oui. Alors, t'en as d'autres aussi. Bon, t'as la division foncière, t'as la division d'immeubles, tu peux, voilà. Mais là, tu crées quand même quelque chose. Oui, non, mais dans le premier lot. Oui, dans le premier lot, grosso modo, c'est comme quand un investisseur locatif te dit la plus-value, elle se fait à l'achat. Donc, cet investisseur locatif va considérer qu'il achète en dessous du marché. Donc, ça veut dire que si tu achètes en dessous du marché pour louer, tu peux acheter en dessous du marché pour revendre. Si tu revends au marché, ça veut dire que tu as fait plus-value parce que ce gap, tu l'as pris. Si tu fais ça à titre particulier, tu vas te prendre 8% de frais de mutation, qu'on appelle des frais de notaire, donc les droits de mutation, les émoluments du notaire, les honoraires, les machins, etc. Enfin, le notaire, c'est pas grand-chose là-dedans, c'est à peu près 1% de sa rémunération. Après, c'est des taxes. Donc, tu achètes 100 000 à titre personnel, toi, ça va te coûter 108. Admettons, tu dis, j'ai acheté à peu près 20 000 euros de moins que le marché. Donc, ça veut dire que le bien, il vaut 120 et moi, j'achète 100. Génial, tu achètes 100. Mais tu l'as payé 108. Donc, en fait, tu n'achètes pas 100. Tu l'achètes 100 plus 8. Donc, il te reste 12 de gap. Sur ces 12 de marge que tu revends, je passe tous les frais de droit de mutation des copropriétés, etc. Si c'est en copropriété, parce que ça aussi les gens l'oublient, mais tu dois repayer des frais au syndic pour faire les prêts état datés, les états datés, etc. Et ça, les gens l'oublient. Je passe aussi les frais financiers, on va dire que c'est en fonds propres. Dossier, voilà. On va dire que c'est en fonds propres, donc il n'y a pas de, il y a pas d'intérêt, machin, etc. On va dire qu'il y a que déjà les frais de notaire, 8%. Tu revends, il te reste 12 000 euros de marge. Sur ces 12 000 euros de marge, comme tu es particulier, tu vas prendre 36,2 de plus-value immobilière. Ok? Donc tu vas enlever plus d'un tiers, donc il va te rester 8 000. Donc en fait, ta marge qui au départ te semblait de 20 000, 20%, va n'être que de 8 000. Alors ok, c'est 8 000 euros, mais va n'être que 8 000 euros. Tu dis oui, mais j'ai rien fait, j'ai fait un aller-retour. Bon, en soi, c'est pas vrai. Déjà, pour avoir accès à cette opportunité, 20 000 euros en dessous du marché. Il faut avoir du réseau. T'as eu du réseau, ça s'est construit sur le temps, etc. Je sais pas combien de visites. C'est pas du hasard. Pas quelqu'un à ta porte en disant j'ai un truc à vendre. Tu vois, 20 000 euros et je te le file et tu. Souvent, les gens se disent oui, mais c'est rien, c'est un flip, c'est un aller-retour, ça n'a pas pris de temps. Bah si, ça m'a pris le temps d'une vie, en fait, de construire ce réseau, de trucs, enfin, tu vois, c'est ça que les gens ont du mal souvent à palper. Par contre, si t'es professionnel, donc, le temps, c'est le même, évidemment, mais déjà, tes droits de mutation, ils sont moins chers, t'es entre 2,5 et 3%. Ouais, voilà ce que j'avais. Donc, t'es à peu près 5 points de moins. 5 points de moins de taxes. En fait, c'est les taxes, qui sont, parce que tu prends un engagement de revente. Et c'est quoi, tu dois le revendre sous les 2 ans, c'est 5 ça, non? 5 ans. Ah ouais, donc t'as quand même. 2 ans, c'est sous conditions particulières, notamment si les biens sont loués, s'il y a une revente à la découpe, tout ça, il y a plusieurs conditions. Mais grosso modo, disons 5 ans, ok? Si c'est 5 ans, c'est quasiment tout le temps 5 ans, ce droit, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que il n'est valable qu'une fois. C'est-à-dire que si moi je suis marchand de biens, je te vends un bien que j'ai acheté il y a 2 ans, toi tu me le rachètes en tant que marchand de biens, tu n'as plus que 3 ans pour le revendre. Pourtant, tu prends le même engagement de revente. Ah ouais. Mais ton engagement, ta deadline, elle est plus courte. Tu vois. Donc, faut faire attention aussi. Si vous achetez en tant que marchand de biens des biens à un marchand de biens, regardez depuis quand il a le bien, parce que pour voir quel est le délai pour. Parce qu'après, vous faites retoquer par l'administration fiscale et donc vous devez payer ces 5% de taxes que vous n'avez pas payé au départ. Donc, déjà, je reprends mon exemple. J'achète 100 000. Donc là, le bien, il me coûte plus que 102 500 au lieu de 108. Tu vois. Et donc, ma plus-value, là, elle est beaucoup plus importante parce qu'elle est de 17 500 euros au final, au lieu d'être de 12 000 euros. Par contre, je vais être à l'impôt sur les sociétés puisque tout ça se passe en société. Ah, mais du coup, c'est moins cher. C'était, ça dépend de les tranches, mais t'as 15 et 25, c'est pas 36,2. Donc, admettons, je suis à 15 parce que j'ai fait que cette opération-là. Donc, je suis à 15% sur mes 17 500. Donc, ça doit revenir à quoi? 2 500 euros à peu près d'impôt, comme ça, peut-être. Donc, 2 500 euros d'impôt. Donc, il me reste encore 15 000 euros. Tu vois, sur les 17 000. L'autre, il me restait plus que 8 déjà. Et évidemment, après, si je veux l'argent à titre perso, je vais être sur de la flat tax. Donc, la flat tax, c'est 30% de ces 15 000 euros. Donc, il me reste, in fine, 10 000 euros. Donc, quasiment pareil. Oui, sauf que d'un côté, je suis professionnel, c'est mon métier. Donc, je peux faire les trucs à grande échelle. Je suis assuré pour. Donc, ça coûte aussi tout ça là-dedans. Les frais de structure, on les a pas mis dedans sur l'exemple pour simplifier. Mais
c'est court. Et en fait, la grosse différence, pour revenir à ta question initiale, entre le mec qui fait ça comme ça et qui peut se refaire requalifier et le vrai professionnel marchand de biens, c'est la responsabilité. D'un côté, tu es professionnel de l'immobilier, et donc tu es considéré comme tel. Ça veut dire que déjà, quand tu achètes, toi, demain tu achètes à un particulier, il y a des vis cachés, des machins, des trucs, etc. Tu es censé être professionnel de l'immobilier, donc tu peux te retourner contre personne, parce que tu es professionnel. Donc tu achètes en connaissance de cause. Et quand tu vends, et c'est là le plus touchy, c'est que quand tu vends, tu es aussi professionnel, donc tu es garant des vis cachés. Quand tu es particulier, tu n'es pas garant des vis cachés. Sauf si ils ont été cachés de mauvaise foi, etc., que c'est avéré et tout ça par un tribunal. C'est long, hein, voilà. Mais quand tu es marchand, ton assurance, il faut vérifier qu'elle te garantit contre ça, contre la garantie des vis cachés. Okay. Tu vois, parce que souvent, les assurances marchand de biens, des fois, elles excluent ça aussi. Tu vois, c'est comme toutes les assurances excluent des choses, tu vois, et c'est pareil pour les professionnels. Donc la grosse différence, c'est ça. Un marchand de biens, il est responsable à vie, en fait, de ce qui va se passer. Et en plus, il doit vraiment s'assurer que tous les artisans qui sont intervenus ont toutes les garanties décennales qu'il faut. Il doit souvent prendre le dommage ouvrage aussi pour vraiment assurer l'ouvrage lui-même et pas que les malfaçons ou autres, mais l'ouvrage lui-même. Tu dors quand même moins bien quand tu es marchand de biens à titre professionnel que quand tu es particulier si tu fais la même chose. Hein. Mais oui, voilà. Tu as beaucoup plus de responsabilités. Quoi. Exactement. Mais du coup, c'est quoi la prime de risque, tu vois, enfin, combien t'espères, c'est quoi que tu vises comme marge, je sais pas comment on appelle ça, comme renta, comme marge, quand tu fais une opération de marchand de biens, c'est quoi, on va dire, un bon coup, tu vois? Alors, je pense qu'il y a une question sous-jacente aussi, c'est quel est l'intérêt du coup d'être marchand de biens. C'est ça. Pourquoi je me ferais chier à faire ça, quoi? Est-ce que c'est rentable ou pas? L'intérêt déjà, c'est que si t'es pas un marchand de biens officiel, tu ne lèveras pas de la dette pour faire des opérations de marchand de biens. Personne va te prêter à titre particulier 1 million d'euros, 2 millions, même 400 000 euros. Parce que tu vas arriver avec un budget prévisionnel d'une opération de marchand de biens à ta banque. Donc vous n'êtes pas professionnel. Voilà. Et même quand tu es professionnel, ce sont les pôles immobiliers qui financent même les promoteurs, enfin la base des promoteurs et les promotions immobilières, qui vont financer les marchands de biens. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, intérêt d'être marchand de biens professionnel, responsabilité, assurance, donc responsabilité civile, professionnelle. Et lever la dette. Et lever de la dette. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, pour les questions de marge, ça dépend vraiment des types de marchands de biens et surtout des types de projets. Mais c'était un peu ma question qui allait suivre, que je te pose du coup maintenant, c'est quelle typologie de biens est plutôt plébiscitée par les marchands de biens, s'il y en a? Moi, je vais parler à titre perso de ce que je connais moi et des projets que j'ai pu faire dans ma vie et ceux sur lesquels j'ai jamais voulu aller aussi. Moi, je suis plutôt spécialisé sur la division d'immeubles, donc la division de bâti. Donc, c'est-à-dire, on achète un immeuble à une famille, par exemple, qui était en monopropriété, on la divise, donc en plusieurs appartements. C'est comme du deal, hein. De la drogue, c'est pareil, ça marche pareil. Le mec, il achète en gros, il fait des petits sachets. Non, mais tu vois, c'est exactement pareil. Nous, c'est pareil, on achète de grosses pierres. Donc, le premier projet que j'ai fait, c'était un immeuble, par exemple, de 800 mètres carrés. Donc, on divise 800 mètres carrés en 13 appartements et un local commercial et 2 garages et 8 box de stockage. Voilà, grosso modo. Cet immeuble, on l'achète à un prix. Nous, on a des travaux sur les parties communes. Et après, on peut faire le choix de revendre chaque appartement en l'état ou chaque plateau, ce qu'on appelle des plateaux à rénover, ou alors de rénover totalement. Et de revendre avec... Mais pas nous, faire rénover par des artisans. Ouais, bien sûr. Encore une fois, voilà, nous, attention, on est marchand. Donc, nous, l'idée, c'est que... Mais c'est quand même toi qui pilote et qui est responsable de suivre le chantier, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais toi, enfin, les marchands de biens n'ont pas de salariés, plombiers, électriciens, etc. C'est vraiment des commerçants, voilà. Et donc, ce sont aussi les garanties des intervenants qui sont sur le projet, qui vont garantir l'acheteur demain, les garanties décennales de chaque intervenant, du plombier, de l'électricien. Donc, grosso modo, ça, c'est ce que moi, je maîtrise. Donc, c'est achat de gros immeubles, division, et revente soit à la découpe ou soit en plateau. Voilà, à la découpe, quoi qu'il en soit, mais soit en plateau à rénover. Soit en plateau, soit au rénové. Et ça, sur ça, tu peux espérer quel type de plus-value ou quel type de marge? Grosso modo, si un projet de marchand de biens, si t'as pas minimum 20 points de marge, il faut pas y aller. C'est trop dangereux. Ouais, trop de risques. Enfin, il y a tellement d'énergie à mettre dedans que ça vaut pas le coup de viser moins, quoi. Après, je connais des gros marchands de biens, mais très gros. Pas ceux qui en parlent le plus, mais ceux qui en font beaucoup sans en parler. Notamment à Toulouse, des gens qui font 15-20 opérations de 2-3 millions d'euros chacune par an. Qui font 12-13% de marge.
Ok. Mais ils font des plus gros volumes sur des plus gros montants. Mais ils font 15-20 opérations à 2-3 millions. Enfin, c'est des gens qui font facilement 20 millions d'euros de revente par an. Donc forcément, sur le volume, c'est pas très grave. La promotion immobilière, c'est pareil, c'est autour de 10%. Alors qu'on dit les promoteurs, ils gavent, machin, etc. Non, ils font du volume. Quand ils font 200 appartements, forcément, c'est du volume. Voilà. En marchand de biens, tu fais du plus petit projet. Donc tu es obligé d'avoir plus de marge. Et ton risque, comme c'est de l'ancien, il est beaucoup plus important que sur du neuf. C'est clair. Mais là, du coup, tu dis petit projet, mais bon, pour moi, un immeuble de 800 mètres carrés, c'est un grand projet. Par rapport à la promotion. Oui, par rapport à la promotion, oui. Ouais. Mais est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est rentable de faire un projet de marchand de biens sur vraiment un petit projet, c'est-à-dire un T2, je sais pas, un T2 ou un T4, j'en sais rien. Est-ce que ça vaut le coup ou c'est trop petit pour vraiment marger, quoi? Ou il faut forcément aller sur de l'immeuble et des plusieurs lots? C'est pas mon approche, moi, personnellement. Je l'ai eu fait. Là, en ce moment, d'ailleurs, je viens de sortir un T2 que j'ai acheté par opportunité. C'est un T2 qui avait brûlé, complètement brûlé. Et donc, voilà, il y avait une prime d'assurance à récupérer, il y avait des trucs, enfin voilà, c'est toujours pareil, tu mets ton nez un peu dans la merde, quoi. Voilà, le truc il a brûlé. Tu prends des risques aussi. Ouais, tu prends des risques. Bon, t'as l'indemnité d'assurance, oui, tu sais jamais si tu vas vraiment être payé par l'assurance ou pas à la sortie. D'ailleurs, là, je suis emmerdé avec ça. Enfin, tu vois, bon. Voilà, pour sortir quoi, 20-30 000 euros de marge à la fin. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais attention, tu payes de l'IS, tu payes des trucs. Machin, voilà. Quand tu fais un gros projet, c'est quand même déjà, ton risque, il est lissé. Parce que s'il y a un appartement qui se vend pas, toi, t'as quand même remboursé ton crédit, ton truc. Là, si t'achètes un T2 et que t'as emprunté à la banque pour ce T2, si t'as pas vendu le T2, tu peux pas rembourser à la banque. Si t'as emprunté à la banque, tu fais 13 lots et qu'avec 8 lots, tu rembourses déjà à la banque, qu'après c'est que tes fonds propres, qu'après c'est ta marge. Parce qu'en fait, la pression du marchand de biens principal, c'est le coût de portage. Et le coût de portage, notamment, il est impacté par les intérêts, donc les frais intercalaires, qui sont les intérêts à la banque. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, là, au moment où on se parle, quand tu empruntes en locatif sur 20-25 ans, tu es à peu près autour de 4%, 3,80, 4%. Quand tu empruntes en tant que marchand de biens, c'est plutôt 8-9% par an, actuellement. Okay, donc ça veut dire que tu empruntes 1 million d'euros, chaque année, ça te coûte 90 000. Tu vois ? Donc chaque année qui passe, tu perds 90 000 euros de marge. Donc si tu mets 2 ans à sortir ton projet... Et c'est de l'argent que tu dois tous les mois à la banque. Tu peux pas faire de différé total ? Alors, tu peux faire du différé partiel ? C'est du in fine 2 ans avec des intérêts payables mensuellement. Ouais, donc c'est une sorte de différé partiel, quoi. Oui, c'est un différé partiel, tu payes que les intérêts pendant... Voilà. Ouais. Tu peux faire du différé total, mais c'est assez rare quand même. Voilà, mais du coup, ça veut dire que t'as pas d'argent qui rentre et t'as une charge à assumer, quoi. Donc il faut quand même du cash, quoi. Oui. Il faut de la trésor. Ah, il faut du cash, carrément. Il faut du cash. Et en plus, plus le temps passe, plus tu perds de l'argent. C'est-à-dire si la double peine, et moi ça m'est arrivé sur un projet là. Donc par exemple le projet dont je te parlais là, 800 mètres carrés, c'est un projet où, pour te donner quelques chiffres, on a eu 1 190 000 de revente et 270 000 euros de marge. Donc c'est un projet, tu vois, plutôt plus de 20%. Voilà, plutôt quali, avec une liquidité très importante. C'est-à-dire que comme on a bien anticipé la commercialisation, etc., en 6 mois on a débouclé le projet. Trop bien. Donc c'était vraiment une très belle opération. On en a eu d'autres qui sont moins bien passées, et celle sur laquelle je voudrais insister, c'est une en ce moment que je suis en train de clôturer, où je vais perdre de l'argent pour le coup. Donc là, c'est même pas que je vais pas en gagner, ou j'ai pas en gagné, c'est que j'en perds. Ouais, t'as même pas de marge faible, tu sais que tu es en négatif, quoi. Pourquoi ? Parce que comme en bourse, il y a un truc qui est important, c'est le momentum. Et du coup, j'ai acheté, il y a un sujet sur lequel j'ai jamais voulu aller, c'est la division foncière. Donc la division foncière, c'est le fait d'acheter par exemple une maison sur un grand terrain, de diviser la parcelle en plusieurs terrains, de viabiliser ou non d'ailleurs les parcelles et de revendre comme ça à la découpe. J'ai jamais voulu y aller pour plusieurs raisons. La première, c'est que je maîtrisais pas trop le sujet, donc je préférais me focaliser sur ce que je maîtrisais. Et 2, c'est que il y a une grosse inertie dans la vente de terrain, parce que les gens qui achètent ont toujours des conditions de permis de construire. Ils achètent pas un terrain pour y mettre des chèvres. Ouais. Donc, pas à ce prix-là, en tout cas. Donc, mais ça n'a pas le même prix quand c'est une zone agricole ou quoi. C'est ça. Donc, du coup, si tu veux, ils ont un permis. Et si au bout de 6 mois, ils n'ont pas leur permis, ils disent, finalement, je n'achète pas. Et donc, tu repars sur une commercialisation, tu repars sur 6 mois, etc. Et en fait, c'est très long parce que toi-même, déjà, tu as eu des démarches d'urbanisme en amont aussi pour diviser, pour avoir tes accords. Alors ça, tu peux les faire avant d'acheter parce que tu peux mettre plein de conditions quand tu achètes, évidemment. Il faut mieux le faire. Mais c'est très long. Et puis je me suis fait embarquer par un ami sur un projet où on s'est associé dessus, et sur un marché que je connaissais pas trop.
qui était plutôt en campagne, parce que souvent le terrain c'est plutôt en campagne. Moi je connais plutôt les marchés du centre-ville, le centre historique principalement, où je sais qu'il y a l'emplacement, donc il y a la liquidité. Et on a acheté au moment juste avant que les taux remontent. Et là, vu que les taux ont remonté, tout le monde a stoppé ses projets perso, donc les gens parce que là pour le coup tu ne t'adresses qu'à des gens qui achètent de la résidence principale. Quand tu vends un terrain. Tu vois, c'est rare que tu vendes à un mec qui va faire 2 maisons pour les louer, parce que c'est pas rentable de faire ça en fait. Donc, alors qu'en centre-ville, un T2, un T3, tu peux vendre à un investisseur locatif, un primo-accédant, t'as plus de choix. Et donc, sur ce projet, là, on vient d'acter la maison la semaine dernière, ça y est. On acte le terrain dans 15 jours, parce que le mec a eu ce permis, tout ça. Il nous reste un terrain qu'on a enlevé de la commercialisation, tellement, si tu veux, le marché est pourri, quoi. Donc, ça veut dire que c'est Mais ça, c'est vraiment le contexte actuel qui fait ça, quoi. Et ouais, mais bon. Et ça, tu peux pas le savoir, bien sûr. Le mec qui se lance, nous, ça va, parce qu'on a fait, c'est pas nos premiers projets, on a la trésor qui nous permet de perdre de l'argent, etc. Et puis, bon, c'est un jeu d'équilibre, c'est le jeu. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds, des fois, tu gagnes beaucoup, des fois, tu perds beaucoup, des fois, voilà. L'idée, c'est que sur le long terme, tu gagnes quand même. Tu gagnes quand même, sinon, ça a pas de sens. Mais sur ce projet-là, en l'occurrence, plusieurs erreurs. Un, timing difficile de l'anticiper. Difficile, hein. Ça, impossible même. Voilà. Si tu veux, c'est tellement long l'immobilier que nous, quand on prend nos décisions, le temps que ça se fasse, etc., il peut se passer plein de choses économiquement parlant. Donc, un, timing, il ne peut pas grand-chose. 2, surévaluation des prix à la revente, clairement, de la part de mon associé qui, pour le coup, lui, connaissait le secteur, qui venait d'acheter à côté, etc., et qui a mis beaucoup trop d'affect dans le sujet parce qu'il venait de faire le même projet à côté, mais avec une notion de résidence principale où lui allait habiter dans la maison. Et c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas le même état d'esprit. Et 3, c'est une maison dans laquelle on aurait dû faire des travaux et on n'a pas voulu en faire. On n'a pas voulu en faire parce qu'on s'est dit que ça nous coûterait moins cher d'emprunter moins, parce que les intérêts, là, on est à 10% par an sur ce projet-là. Donc, plus les fonds propres, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je te parle de 10% par an, mais en fonds propres, il faut que tu mettes entre 20 et 25% d'apport quand tu fais un projet de marchand de biens quand même. Donc, c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde sur un projet à 1 million dans les mettre 200 ou 250 000 il faut quand même avoir suffisamment de trésor et les reins suffisamment solides pour assumer ça. Tout à fait. J'ai juste une question qui me vient là, parce que tu me dis que donc du coup les intérêts pour les marchands de biens sont beaucoup plus élevés que pour le particulier, donc 8 à 10%. Je vois beaucoup de marchands de biens qui se financent sur les plateformes de crowdfunding immobilier. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu conseilles, enfin que tu as fait en tant que marchand de biens? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est bien? Alors, je l'ai pas. J'ai consulté des plateformes. Ils avaient même accepté notre dossier sur des opérations, mais ça coûte beaucoup plus cher que dans des banques encore, parce que finalement, sur une plateforme de crowdfunding, tu vas payer à peu près 5% one shot upfront de frais de dossier. Donc, t'empruntes 1 million, tu vas déjà payer 50 000 euros de frais de dossier, grosso modo, one shot, que ton projet, tu le portes 1 an, 2 ans, à la plateforme. Et après, tu rémunères les investisseurs, autour de 10%. Encore plus maintenant, autour de 11 ou 12%. Donc, ça veut dire que toi, ça te coûte 11 ou 12%, donc pareil que dans une banque, mais en plus 5% upfront. En fait, ceux qui font ça, c'est souvent ceux qui peuvent pas se faire financer dans des banques, mais c'est vraiment casse-gueule de financer tout un projet là-dessus. Et donc, la plupart des projets que tu vois en crowdfunding, c'est des gens qui financent leurs fonds propres, qui vont leur servir d'apport pour aller lever de l'argent à la banque. Et donc, du coup, ils ont 15%, mais que sur leurs fonds propres. Et après, donc, ils s'en foutent de payer de l'intérêt parce que c'est que sur 10 ou 15%. C'est pas surtout le projet. Voilà. Et ça leur permet après de lever de la dette sur des taux d'intérêt plus faibles. Totalement. Exactement. Et donc, et surtout, de pouvoir faire démultiplier les projets, même s'ils n'avaient pas les fonds propres nécessaires pour le faire. Donc, nous, on l'a jamais fait. Voilà. Par contre, je l'ai fait avec des particuliers en contrat d'emprunt obligataire de gré à gré, où je rémunère entre 7 et 8% en particulier. Voilà. Et là, pour le coup, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Mais c'est un peu touchy. Enfin, faut se faire bien accompagner. Ça coûte un peu cher aussi. Donc, je préfère plutôt dire aux gens, il y a des banques, il y a des pôles immo. Le travers des pôles immobiliers, c'est qu'ils ne financent pas les petits marchands de biens. Et ça, c'est quoi qu'on appelle un petit marchand de biens? C'est-à-dire que je te prends un exemple, c'est ici Sud-Ouest, le pôle immo, c'est 750 000 minimum de prêt. Donc, prête pas en dessous. La caisse d'épargne ici, ça va être 350 400 000 euros minimum. Banque Palatine, c'est 1 million minimum. Donc t'as quand même des tickets minimum qui sont pas accessibles à tous, quoi. Et après, t'as une banque avec qui j'ai travaillé une fois, qui est la plus chère, mais qui finance un peu n'importe qui. Tellement ils sont chers, ils couvrent leurs risques. De toute façon, voilà. N'importe qui, n'importe quoi, même quasiment comme projet, peu importe
les conditions qu'il y a dedans et tout, c'est une banque portugaise qui s'appelle la Caixa. Voilà. Qui est en France, qui a 7 succursales en France, je crois. Et voilà. Donc, alors moi, comme je suis portugais, j'ai déjà un compte chez eux en Portugal. D'accord. Et du coup, là en France, c'est de la filiale française. C'est complètement différent. C'est pas du tout la même application d'ailleurs, ni rien, ni même interface. Mais eux, ils sont quand même assez pro marchand de biens et ils financent. Voilà. Mais ils sont chers. C'est-à-dire qu'ils sont. En fait, comment un marchand de biens est financé ? On se base, vu que tu as pas mal d'auditeurs finance, se base sur un Euribor 3 mois ou 6 mois. Donc le Euribor 3 mois ou 6 mois, plus leur spread, donc leur marge, qui est grosso modo entre 4 et 5%. Donc quand le Euribor est à 4 points, que tu rajoutes 4 plus 5, ou 4 et 5%, t'es déjà à 8 ou 9, plus une commission d'engagement, plus des frais de dossier qui viennent augmenter le TAEG, machin. Enfin, tu vois, voilà, donc c'était à 10%. Ok. Ouais. Bah écoute, merci Julien, je pense qu'on a commencé à avoir fait un bon tour là du sujet. Est-ce que je sais pas, t'aurais un conseil, tu vois, pour quelqu'un qui découvre un petit peu le métier de marchand de biens avec ce qu'on a un peu échangé, quelle serait peut-être ta recommandation pour ceux qui veulent se lancer, soit peut-être un point d'alerte, je sais pas, une grosse connerie à éviter ou un truc sur lequel être vigilant. Voilà, c'était un gros conseil à donner pour les gens qui veulent se lancer en tant que marchand de biens. Je pense que le mieux pour se lancer, c'est de s'associer avec quelqu'un qui a déjà fait. Non seulement parce qu'une banque vous prêtera de l'argent si elle ne prête de l'argent qu'à quelqu'un qui a déjà fait, souvent. Donc c'est important de s'associer là-dessus pour qu'on vous apprenne aussi le métier, les conditions, les obligations légales, juridiques, les analyses de marché aussi, et puis les frais qu'on peut vite oublier si on fait son petit PNL tout seul de son côté, parce que en fait il y a tellement de frais auxquels on pense pas, qui peuvent vite grever une marge. Et sur des projets abordables, en fait, dès que tu grèves 5 000, 10 000, ça va très vite, quoi, proportionnellement. Sur une marge à 50 000, tu grèves 10 000, c'est 20% de ta marge, quoi. Écoute, Julien, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te consulter pour faire appel à tes bons et loyaux services ou même t'écouter sur la création de contenu que tu fais? Oui. J'ai un podcast. Comme toi. Oui. J'ai un podcast comme toi qui s'appelle Money Tree, donc l'arbre de la fortune, l'arbre de l'argent, on l'appelle comme on veut. On voit un super logo derrière. Qui est un logo derrière, effectivement. Money Tree, et donc un podcast que j'anime comme toi 2 fois par semaine, avec un invité et puis tout seul, où on traite 80% d'IMO, et après on traite 20% d'autres sujets. Moi je suis beaucoup animé par l'art, qui m'anime beaucoup, donc j'en parle aussi de temps en temps. Et puis après d'autres sujets un peu tendance des fois aussi. Voilà, après sur Instagram, Julien Calamotte, tout attaché. Je me cache pas, c'est mon prénom et mon nom. J'ai un bouquin donc qui est disponible sur Amazon que j'ai écrit il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier. J'allais dire, tu te rappelles pas de ton titre? Non, S'enrichir grâce à l'immobilier. Voilà. Et puis sur LinkedIn, je suis pas mal actif aussi, Julien Calamotte. Et donc j'ai une société aujourd'hui qui s'appelle Artae Immobilier, et c'est une société d'investissement clé en main, et on accompagne des investisseurs locatifs à investir de A à Z, acquisition, travaux, ameublement et déco, gestion locative également, dans à peu près sud-ouest aujourd'hui, c'est-à-dire Bordeaux, Toulouse, 1 heure autour de Toulouse, 1 heure autour de Bordeaux, 1 heure autour de Lyon, Portugal et bientôt Amérique du Nord. Voilà. Ok. Et Artae Immobilier, je mettrai les liens en description. Et ça fait déjà plein d'endroits. Et donc un studio pour les créateurs de contenu aussi, si vous êtes dans le sud-ouest. Pour les Toulousains, ceux qui sont podcasteurs, il y a un super studio que je recommande chaudement. Qui s'appelle La Voûte Studio, du fait de son ergonomie, il y a quelques années maintenant. Voilà, donc une cave voûtée dans laquelle... Très toulousain d'ailleurs. Dans laquelle on peut capturer le contenu de tous les créateurs de contenu, donc que ce soit podcasteurs, influenceurs, tiktokers, etc. Si vous voulez faire des réels ou autre, c'est possible aussi. Voilà. Super, on mettra tout ça en description. Merci beaucoup Julien. Merci pour ton accueil. Merci. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.